Bienvenue dans cette revue d'actualité du 10 mars 2023. Cela fait quelques semaines que je manifeste un certain optimisme quant à l'évolution de la situation et la revue d'aujourd'hui va être encore pleine de nouvelles prometteuses. Parce qu'effectivement, ça fait un peu boum aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et de manière inattendue sur un sujet qui n'est pas forcément celui que nous aurions pensé, et notamment du fait de ces révélations extraordinaires qui sont en train de se produire grâce au journaliste de Fox News, canal très conservateur Tucker Carlson, qui a reçu des images de la soi-disant prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, soit quelque temps après l'élection présidentielle américaine, contestée, on le sait, quant à la régularité du processus électoral, et on a tous en tête cette idée que le Capitole avait été pris d'assaut. Même en Suisse, après, le Conseil fédéral, le gouvernement, s'était inquiété du fait que les très méchants complotistes et anti-vax risquaient de prendre d'assaut le Parlement suisse, et donc on avait mis des grillages et des forces de l'ordre pour empêcher ça. Et voilà que, coup de tonnerre, ça n'était pas du tout une invasion. Les images, 40 000 heures de bande vidéo, montrent que tant les leaders démocrates qui se sont offusqués comme des pleureuses depuis que les forces de l'ordre ont laissé entrer les manifestants et les ont accompagnés à l'intérieur. Je crois qu'on a tous à l'esprit des images de ce type avec des cornes de bison qu'ils ont appelé le chaman, Jacob Chansley. Et bien sur cette image, mais il y a des heures et des heures de vidéo, on voit un policier qui le fait entrer à l'intérieur du Capitole. Et donc, il apparaît aujourd'hui, tenez-vous bien, que c'était un coup monté des démocrates pour faire croire à une tentative insurrectionnelle de Trump, mais ce qui est juste complètement invraisemblable. Alors Tucker Carlson dit, mais comment est-ce qu'on peut justifier le fait que ce type soit encore en prison dès lors que c'était un coup monté à un guet-apens, et ceux qui ont travesti pareillement la réalité vont devoir rendre des comptes. Alors les démocrates montent au créneau d'une manière absolument spectaculaire. Ils ont même demandé au propriétaire de la chaîne Fox News de licencier Tucker Carlson. Donc il y a une ligne de front qui est tout à fait passionnante, mais étant donné la crapulerie des opérations dont il s'agit, évidemment que ça ne va pas rester sans suite. Dans le cadre d'une audition au Congrès américain, autre moment particulièrement savoureux, quand l'ancien directeur du CDC, Centers for Disease Control, a été auditionné par une commission et qu'il a répondu à la question « Mais est-ce que selon vous le SARS-CoV-2 est sorti du laboratoire de Wuhan ?» Il a répondu « Oui, bien sûr, c'est l'hypothèse dont on est à peu près sûr aujourd'hui et il est issu des recherches de gains de fonction conduite illégalement par Anthony Fauci, plutôt mandatée illégalement par Anthony Fauci, dès lors qu'Obama avait décidé que ces recherches devaient cesser, et avec l'argent des contribuables américains. Et le docteur Redfield a ajouté, d'ailleurs ce n'est pas juste Anthony Fauci, c'est aussi le département de la Défense et les services militaires américains. Il a aussi révélé que comme lui était favorable au fait qu'on envisage l'hypothèse que le virus pouvait avoir une origine artificielle, il s'est fait exclure d'un groupe de discussion dans lequel il avait bien sûr au titre des fonctions qu'il occupait sa place. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Anthony Fauci ou qui veulent creuser leur connaissance des profils sociopathes et menteurs pathologiques, nous en avons un certain nombre sous la main dans nos pays respectifs. Eh bien, Fauci, sur Fox News, suite à cette déposition sous serment de Redfield, a rejoué la grande goualante du « vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas en mesure de juger, comment ose-t-il dire une chose pareille ?» qu'il avait déjà servi au sénateur Rand Paul, souvenez-vous, lorsqu'il avait nié, dur comme fer, il n'y a jamais eu de recherche de gain de fonction, vous ne comprenez pas ce que c'est que des recherches de gain de fonction, vous mentez en m'attaquant, et bien là, même chose, Fauci tombe des nues, ne comprend pas, il dit que ce n'est pas du tout lui qui décidait qui il y avait dans ces réunions, donc maintenant il attribue la faute
aux 2 virologues qui très vite avaient dit ce virus a l'air artificiel, mais qui grâce à des donations très généreuses de Fauci de 2 millions de dollars pour l'un et 9 millions de dollars pour l'autre à des fins de recherche ont changé de narration en l'espace de 48 heures. Donc c'est extraordinaire de voir le toupet sans borne, sans limite de ce genre d'individu, mais il faut savoir que ni un Alain Berset en Suisse, ni un Emmanuel Macron, un Olivier Véran en France ne reconnaîtront jamais rien. Ce sont des gens qui, ou Mauro Poggi à Genève, sont des gens qui n'en sont pas capables. On a appris de surcroît que le docteur Fauci avait ordonné la rédaction d'une étude pour invalider la théorie de la fuite du laboratoire. Tant qu'à faire, c'est lui qui a commandité les recherches, il sait pertinemment que c'est pratiquement à coup sûr ce virus qui s'est échappé, mais souvenez-vous, il a soudoyé 21 virologues dans une tribune publiée dans le Lancet pour dire que envisager une pareille possibilité était conspirationniste et que ceux qui s'y livraient devaient être réprimés. Évidemment, quand vous êtes la science, il vous souviendra peut-être de cette parole apocryphe, elle est fausse, attribuée à Louis XIV, selon laquelle il aurait dit « l'État c'est moi ». C'est faux, il n'a jamais dit ça. Ça n'aurait pas été cohérent avec la représentation qu'avait un monarque français de son royaume, mais Fauci, lui, est la science. Et donc, le docteur David dit « mais attendez, il a eu tort sur les confinements, il a eu tort sur les fermetures d'écoles, il a eu tort sur la distanciation sociale, il a eu tort sur les masques, les doubles masques, le remdesivir, dont on ne peut pas parler sur YouTube. C'est le mot caché, c'est le petit quiz de la semaine. Devinez ce qu'il y a derrière cet espace en noir. Il a eu tort sur les recherches de gain de fonction et l'origine du virus, mais à part ça, c'était le fonctionnaire de l'État américain le mieux payé de tous. Il y a une belle brochette de crapules, pour parler français. Un autre, c'est Ralph Baric, qui était un collaborateur de Peter Daszak de Eco Health Alliance, qui a conduit toutes ses recherches à Wuhan, et qui, lui, très benoîtement là aussi, c'est vraiment l'impudeur de ces gens qui est spectaculaire, a dit dans un entretien « Nous pouvons fabriquer des virus chimères synthétiques sans laisser de traces visibles de la fabrication. » Et en l'occurrence, les bases de données du labo en question ont été détruites en cours de route. Quel malencontreux hasard. Jérémy Farrar, qui vient d'être nommé scientifique en chef de l'OMS, a utilisé sa position en tant que responsable de la Wellcome Trust, une autre ONG, il y a beaucoup d'ONG dans cette affaire, la philanthropie est très courue par les temps qu'on vit, pour modifier le langage, les modalités de langage sur l'origine du virus. Donc il a participé à fond à cette magouille. Et vous voyez, c'est vraiment un signe des temps que tous les gens qui ont des choses à se reprocher pour avoir fait des choses répréhensibles se voient promus ou récompensés, comme par exemple avec la Légion d'honneur en France, que Agnès Buzyn vient de se voir attribuer pour service rendu à la patrie sans doute et conduite exemplaire. Question intéressante, ça n'est pas le domaine où je suis le plus compétent, mais je m'y intéresse. C'est le docteur Martin qui, lui, a établi, semble-t-il, a vérifié qu'il y a une liste de brevets appartenant à Bill Gates, à Anthony Fauci, au CDC, à la FDA, à la CIA et au NIH, et à toutes les personnes impliquées, sur au fond, la propriété intellectuelle de ce genre de virus chimère. Il faut bien mesurer qu'à l'heure actuelle, la presse, la liberté de la presse est attaquée. Alors, chez nous, la question ne se pose même pas, vu que la presse n'en fait pas usage, ce n'est plus de la presse, c'est de la communication de propagande. Mais qu'aux États-Unis, notamment les démocrates, veulent censurer la presse pour qu'elle ne puisse pas aborder certains sujets. Et en l'occurrence, un lanceur d'alerte du FBI, qui était impliqué dans les Twitter Files, donc était la tête de pont de l'Agence de sécurité nationale, pour censurer des scientifiques ayant des choses parfaitement valides à dire, est en train d'essayer de faire
comprendre la réalité de l'opération dont il s'agit dans toute sa splendeur. De nouveau, que des services secrets de sécurité de l'État conspirent contre la démocratie et la liberté d'expression et la Constitution, c'est quand même une situation... il faut faire une certaine mise à jour intérieure pour ceux et celles qui croient encore que nous vivons en démocratie, en état de droit. Évidemment, Jay Bhattacharya, épidémiologiste remarquable, continue aussi son travail. Il reprend, ici c'est un email du directeur du National Institutes of Health à Anthony Fauci. Quand Bhattacharya avec Kulldorff et Gupta ont sorti la déclaration de Great Barrington disant il faut une protection ciblée des personnes à risque et laisser vivre le reste de la société, ce qui aurait été la seule stratégie intelligente et possible, la seule qui était recommandée dans les manuel d'épidémiologie, eh bien vous voyez que Francis Collins s'en inquiète en disant il faut absolument que nous ayons une réaction rapide et dévastatrice pour mettre en échec ces experts de haut niveau qui savaient de quoi ils parlaient eux. Alors, Bhattacharya, il continue avec beaucoup de flegme, mais voilà, il suit sa route et en l'occurrence, il relève que autour de la question de l'origine du virus, des journaux considérés comme les meilleurs au monde, des revues médicales comme Science, Nature, le Lancet, ont eu un parti pris d'emblée comme la presse de boulevard, ou ce qu'il en reste, en refusant de prendre en considération d'autres hypothèses. Et Jay Bhattacharya relève que cela est complètement indigne de la démarche scientifique, mais aussi du rôle public que jouent ces revues médicales, dès lors que l'ensemble de la profession des chercheurs et des médecins, des professions des médecins et des chercheurs, se tournent vers elles pour savoir ce qu'il en est. Le professeur Bhattacharya était blacklisté sur Twitter. La presse en Suisse romande a blacklisté des gens comme Christian Perron, Didier Raoult. J'ai eu des informations à ce sujet. C'était clair, il y avait un ordre des propriétaires aux rédactions. Vous ne parlez pas de ces gens-là. Et lors d'une audition au Congrès, vous voyez qu'une parlementaire a relevé, le professeur Bhattacharya n'avait aucune idée qu'il était sur cette liste noire. Ce sont des méthodes qui rappellent l'Allemagne de l'Est et la Stasi. Nous sommes dans un déferlement totalitaire. Jay Bhattacharya vient de s'entretenir, j'ai pas encore eu le temps de visionner l'interview ou l'entretien, avec Jordan Peterson, qui est ce psychologue canadien extrêmement intéressant, assez engagé dans ses positions contre le mouvement woke et cette espèce de dérive pédophile de l'Occident. Et voyez que leur entretien est intitulé « Une contagion de lâcheté ». C'est quelque peu dans l'air du temps. Cela dit, le professeur Bhattacharya commence à reprendre pied dans les médias mainstream. Et là, vous voyez que NBC, qui est une grande chaîne de télévision américaine, généraliste, l'a invité avec une entrée en matière du journaliste tout à fait correcte, disant, voilà, vous êtes un scientifique de très haut niveau avec des crédits académiques, de recherche et de compétences que personne ne peut mettre en cause. Vous avez été ostracisé pendant 3 ans en étant extrêmement attaqué. Il apparaît malgré tout que ce que vous aviez à dire est important. Que pouvez-vous nous expliquer ? Et on se demande bien sûr quand les médias suisses, français et belges, les Belges sont presque encore pires que les autres, en tout cas ils sont très gratinés, et québécois commenceront à retrouver un peu de bon sens et de conscience professionnelle et d'honnêteté intellectuelle pour aller dans cette direction. Peter Gotche, lui, vient sur un sujet que nous allons voir juste après, qui est celui des Lockdown Files. Vous savez qu'au Royaume-Uni, une journaliste a eu accès à 100 000 messages échangés par notamment le ministre de la Santé avec le Premier ministre et des hauts fonctionnaires et des experts scientifiques. Et elle a décidé de les rendre publics, étant donné l'importance de ce qu'ils contenaient. Et Peter Gotche souligne à très juste titre qu'on y voit ce décalage énorme entre les vraies recommandations des vrais scientifiques et ce qu'en a fait le gouvernement, qui a dit « Nous nous appuyons sur la science, vous devez vous soumettre à la science », alors même que ce qu'il recommandait ou imposait était totalement éloigné
de ce que les vrais experts, dont je fais partie, préconisaient. Donc d'un côté, vous aviez des gens complètement hallucinés qui, sur les plateaux télé, racontaient tout et n'importe quoi. Je vous rappelle qu'en Suisse romande, Didier Pittet n'a cessé de rappeler « Nous n'avons jamais rien connu de tel depuis la grippe espagnole ». Grippe espagnole, c'était des dizaines de millions de décès dus à des infections bactériennes au demeurant, donc pas virales, qu'on saurait soigner aujourd'hui, mais touchant essentiellement des personnes jeunes, entre 30 et 50 ans. Alors qu'en dessous de 70 ans, John Ioannidis l'a établi récemment, la létalité du SARS-CoV-2 était inférieure à 0,09%, c'est-à-dire d'une grippe banale. Et donc Didier Pittet n'a cessé de hurler « Nous n'avons jamais rien connu depuis la grippe espagnole », alors que ça n'avait rien à voir, sans mentionner les alarmistes chroniques et franchement pathologiques comme Antoine Flahault, qui lui annonce l'apocalypse virale régulièrement depuis 20 ans. Chaque fois qu'il y a un coup de vent, c'est la fin du monde viral. Il est abondamment arrosé par Bill Gates, ceci pouvant éventuellement expliquer cela. Donc le docteur Malhotra, que je cite souvent, a émis ce commentaire « Une pandémie de peur a été délibérément créée avec comme finalité la soumission de la population, la soumission au confinement, au port du masque, au qui a les pires données d'efficacité et les effets secondaires les plus horrifiants de toutes les interventions pharmacologiques de l'histoire de la médecine. » Et il conclut « Si nous ne réveillons pas maintenant, on ne le fera jamais. » Robert Kennedy, avocat qui gagne beaucoup de procès et qui sait de quoi il parle, qui dit « 1,5 million d'Américains n'avaient pas besoin de mourir. Si Fauci ou d'autres responsables avaient admis que... » C'est un autre mot secret, mot caché. Vous pouvez tenter votre chance dans les commentaires. Peut-être qu'on fera un tirage au sort pour le gagnant du jour, comme à la télévision, sauf que vous n'avez pas de frais de SMS à payer en cours de route. Eh bien, voilà. 1,5 million d'Américains auraient pu être sauvés, mais ça aurait empêché une certaine industrie de faire 200 milliards, que dis-je, malheureux. 200 millions, c'est des cacahuètes, 200 milliards de dollars de bénéfices. Il souligne qu'évidemment, il y avait un enjeu financier énorme, c'est-à-dire que s'il y avait eu des traitements, évidemment qu'il y en avait, à ce moment-là, ça aurait empêché l'accréditation de, vous savez quoi, le mot caché. Dans le même registre, souvenons-nous que la responsable du développement chez Pfizer, en novembre 2022, tout récemment, a dit dans la revue Nature, dans le magazine Nature, nous pilotions l'avion pendant que nous étions en train de le construire. Si la sécurité aérienne était du même niveau que la sécurité du mot caché, aucun d'entre nous ne prendrait l'avion. Conclusion par les données. Vous voyez qu'une personne a rassemblé les données britanniques pour voir les courbes de surmortalité en fonction du statut mot caché HAL. Et donc en bleu, vous avez un statut et en rouge, vous avez, alors en bleu, non, et en rouge, eh bien ma foi, les choses se laissent voir en quelque sorte d'elles-mêmes. Toujours en provenance des États-Unis, ça date un peu, 28 février, l'audience avec Martin Kulldorff, Jay Bhattacharya et des représentants du Johns Hopkins Institute, et de manière assez plaisante, la représentante qui était elle-même médecin a dit « Mais pourtant, il me semblait bien qu'à l'école de médecine, à la faculté de médecine, j'avais appris que l'immunité naturelle était quelque chose de robuste. » Et Martin Kulldorff a répondu en disant « Oui, c'est quelque chose qu'on savait depuis la peste d'Athènes de 430 avant Jésus-Christ. On l'a su jusqu'en 2020, puis on l'a oublié pendant 3 ans, on ne le savait plus, et on a recommencé à le savoir. » Et il faut se souvenir comment chez nous, les hôpitaux universitaires, les soi-disant agences de santé, répercutées bien sûr par une presse aux ordres, ont commencé à raconter que l'immunité naturelle ne valait pas pour cette infection-là.
Alors les Américains sont vraiment en train de partir en sucette, et c'est là où je ressens un certain optimisme. On a affaire à des guignols. Quand nous sommes confrontés à des ennemis, enfin ceux qui se considèrent comme nos ennemis, qui sont méthodiques, professionnels, efficaces, sans état d'âme, c'est flippant. Mais là, au sujet de l'explosion des gazoducs de Nord Stream, vous vous souvenez comment tout le monde a raconté dans un premier temps « Ah, c'est les Russes qui ont saboté leur propre gazoduc !» Bah oui, bien sûr. Le mobile est clair, les Russes sont masochistes, et puis comme finalement l'explication ne tenait pas très bien la route, et qu'un journaliste d'investigation américain qui a eu le prix Pulitzer à l'époque a mis en lumière, sur la base d'informations qu'il avait reçues, comment les Américains qui avaient menacé de le faire s'y étaient pris. Du coup, Joe Biden, la momie sénile qui se souvient la moitié du temps de qui il est et l'autre moitié il ne sait pas où il est, ni comment il s'appelle, eh bien ils ont trouvé une explication, c'est en fait une équipe de pêcheurs ukrainiens qui ont plongé à 120 mètres de fond pour faire exploser un tuyau coffré de béton dans des proportions. Alors je ne sais pas s'ils sont allés avec leurs hameçons, mais les Ukrainiens eux-mêmes ont été extrêmement choqués par cette incrimination complètement débile et du coup n'ont pas dit oui nous avons, on dit mais qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir nous faire porter le chapeau. Alors, ça bouge. Aux États-Unis, Scott Atlas, qui était un des conseillers de Donald Trump, qui malheureusement a été minorisé et mis en échec par Anthony Fauci, quand on est face à un scorpion, c'est difficile d'avoir le dessus, qui a essayé de promouvoir une politique intelligente et qui s'est fendu d'une tribune dans Newsweek pour dire la réponse de l'Amérique au Covid était basée sur des mensonges. Oui, on s'en doutait, on le savait, mais cela gagne à être dit et redit. Et qu'en est-il en France, en Suisse, en Belgique et au Québec? Question que l'on est en droit de poser. Robert Malone, le premier à avoir mis au point une technologie à base d'ARN messager, qui se demande mais comment est-ce qu'on peut accepter que nos gouvernements ont tué des millions de personnes au nom de la science et au nom de la santé publique? C'est la vraie question. Ça prendra encore du temps pour que ça chemine dans les consciences et l'opinion publique, mais c'est la question qu'il convient de poser. Heureusement, Bill Gates a de la mémoire. Christian Dubuis-Santini se réjouit. On avait peur qu'il oublie. Il est venu chercher son chèque de 1,6 milliard d'euros auprès de Bruno Le Maire. C'est important de penser aux nécessiteux, conclut-il. La France est très généreuse des deniers du contribuable pour toutes sortes de causes douteuses. Pour le bien-être de la population française, c'est une autre paire de manches. Alors tournons-nous maintenant vers la Grande-Bretagne. Et ça, effectivement, c'est une autre bombe. Et je sais que c'est une expression qu'on a beaucoup utilisée tellement on attendait qu'il y ait quelque chose de significatif qui puisse changer la partie, mais là, si c'est pas ça, je ne sais pas très bien ce que ça peut être. Et donc, ce qui apparaît au Royaume-Uni à la faveur des Lockdown Files, c'est que le gouvernement a mis en œuvre délibérément une stratégie de terrorisation de la population, et notamment, on a des échanges de mails absolument hilarants, entendons-nous, où l'ancien ministre de la Santé dit « Ah, mais là, les gens se désintéressent du Covid, ils sont de nouveau préoccupés par le Brexit. Quand est-ce que nous relâchons le prochain variant ?» Non, vous n'avez pas rêvé. When do we deploy the new variant? Quand est-ce que nous déployons le nouveau variant? Alors Philippe Parola, qui est un des collaborateurs de Didier Raoult à l'IHU Méditerranée Infection, qui a repris du service sur Twitter, où il en a pris, a dit il faut vraiment lire ces dossiers, incompétence, ignorance, arrogance, propagande par la peur pour imposer des décisions restrictives au Royaume-Uni. Était-ce uniquement au
qu'en Grande-Bretagne, des acteurs ont été payés pour jouer les rescapés de la mort avec le Covid. On se souvient de toutes les manipulations qu'il y avait eu autour de la guerre en Irak et de la guerre du Koweït à l'époque. Là, c'est la même chose. Vous avez des gens, des comédiens qui ont été payés pour impressionner la population avec des récits qui étaient faux de bout en comble, bien sûr. Et la conclusion, ne faites pas confiance aux médias, mais je ne sais pas qui parmi nous leur fait encore confiance, vous voyez, devant la caméra et derrière la caméra, ça n'est pas exactement la même histoire. Donc Hélène Banoun, sur le remarquable site de l'EMSIB, Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, relève qu'il y avait bien sûr un plan pour effrayer le public, c'est quand même ce qui marche le mieux, et qu'il y a eu un ensemble de simulations de pandémie depuis 2010 qui étaient configurées dans cette direction pour tester l'efficacité. Et il faut reconnaître que ça a bien marché. Il y a encore des gens qui aujourd'hui encore sont complètement azimutés. Évidemment que les gens qui mettent ça en œuvre sont peu recommandables, on a d'innombrables exemples, dont celui-ci, le même ministre de la Santé britannique, a utilisé un chantage contre un député qui était réticent autour du financement d'une institution pour enfants handicapés, qui était dans la circonscription du député. Et Matt Hancock lui a dit, voilà, si jamais tu veux que je finance ça, eh bien tu votes ma loi confinant la population. Il faut vraiment mesurer à qui nous avons affaire et l'absence totale d'humanité et de scrupules des gens dont il s'agit. Alors quand même, là, ça fait du foin. Et vous voyez effectivement Philippe Murer, qui est un économiste français qu'il vaut vraiment la peine de suivre, qui relève que le Télégraphe, donc ce grand quotidien britannique, un peu comme le serait Le Monde en France ou Le Temps en Suisse, s'ils avaient gardé un tant soit peu d'éthique et d'honnêteté intellectuelle et de déontologie journalistique, mais le Télégraphe a dit ce type doit être arrêté pour faute délibérée. Il savait très bien ce qu'il faisait dans sa mission publique. Et de mon point de vue, c'est évidemment ce qui devrait arriver à Olivier Véran, à Alain Berset, à Maro Poggia, etc. Vraiment, ces gens sont abjects. Autre révélation, le prétendu premier enfant mort du Covid, et donc monté en épingle, dont le cadavre a été brandi à la population, n'est pas mort du virus, mais d'un tube respiratoire mal placé lors d'un transport d'urgence à l'hôpital avec de la fièvre. C'est-à-dire une mort iatrogène. Mais ça aurait été, c'était trop tentant que d'exploiter la mort de cet enfant et la peine des familles pour terroriser la population. Autre détail croustillant, et c'est là où je pense que ça change quand même la donne, on a appris qu'en février 2020, les experts compétents avaient informé le gouvernement que la létalité du Covid-19 n'était pas suffisante pour justifier une campagne de généralisée. Eh bien, évidemment qu'on n'en a pas tenu compte. Il suffisait de faire croire que cette létalité était bien plus grave que ce qu'elle était en réalité. Alors Idriss Aberkan souligne entre les Twitter Files, les Lockdown Files, le scandale de Hunter Biden, le Nord Stream, fact-checker, il ajoute l'île d'Epstein avec la pédocriminalité, qui était aussi appelée une théorie du complot par les terroristes intellectuels. On a quand même de quoi faire, non seulement un devoir de mémoire, mais même un devoir de complotisme. Alors, restons dans les bonnes nouvelles et tournons-nous vers la Suède. Vous vous souvenez que ce pays vilipendé par la communauté scientifique soi-disant internationale, mais c'est faux, on a fait croire à l'existence d'un consensus, là où on n'a donné la parole qu'à des allumés. Eh bien la Suède, montrée du doigt parce qu'elle avait fait le choix de n'appliquer que les mesures dont il était démontré scientifiquement qu'elles pouvaient être efficaces, et en l'occurrence la seule c'était de se laver les mains, eh bien, se retrouve aujourd'hui comme le pays d'Europe qui a eu le moins de décès, le moins de surmortalité due au Covid.
Il y en a eu un peu plus dans un premier temps, parce qu'il y avait ce qu'on appelle un effet moisson. Il n'y avait pas eu d'épidémie très forte les 2 années précédentes, donc il y a plein de personnes en toute fin de vie qui n'étaient pas décédées des virus de l'influenza. La moyenne d'âge des décès était de plus de 86 ans en mars-avril 2020, et puis après la Suède est passée en douceur. Et vous voyez, avec une surmortalité 3 fois moindre qu'en Suisse. Ce qui veut dire, pour quiconque sait réfléchir, que si nous avions adopté la même politique que la Suède, en ne faisant rien des mesures de contrainte qui nous avaient été présentées de manière fallacieuse comme nécessaires, eh bien nous aurions évité tout un ensemble de décès. C'est cette parole que j'ai prononcée en avril 2020, me valant bien sûr des torrents de boue et de tirs d'artillerie, c'est que l'essentiel de la mortalité était politique. C'est pleinement confirmé aujourd'hui. Pour les amateurs de modélisation à la Flao, Kochmez, Fontanet et Ferguson, donc des gens qui sont des dangers publics, vous voyez, en bleu, c'est ce que Ferguson avait prédit à la Suède si elle ne faisait rien. En jaune, c'est un modèle intermédiaire, et la réalité, si vous avez de bons yeux, ça va, sinon chaussez vos lunettes, ces petites vaguelettes en rouge, c'est ce qui s'est réellement produit. Même chose ici, ce qui a été observé, c'est la courbe en noir, et toutes les autres, c'est celles qui avaient été prévues par les alarmistes, qu'il faudra quand même mettre hors d'état de nuire tôt ou tard, par des moyens administratifs et légaux, s'entendons-nous. Alors évidemment, ça la fout mal. Donc le Parisien, qui appartient à Bernard Arnault, il va d'un article. Oui, la Suède, il est vrai, affiche le plus faible excès de mortalité en Europe sur les 3 années de pandémie, alors que le gouvernement n'a jamais imposé un confinement. C'est pas le confinement, c'est toutes les mesures. Aucune mesure de contrainte n'a jamais été infligée, ce qui correspond à l'état de la science. C'est ce qu'on savait devoir faire. Donc, le résultat est là pour le confirmer, mais voyez, le commentaire avisé du Parisien, ce sont des données à relativiser, car la réalité est plus complexe. Explication, avec qui? Avec Antoine Flao. C'est extraordinaire. Et ma réponse, c'est des données à relativiser. Ben tiens, comme on est payé par Macron, peut-être, les confinements n'ont jamais servi à rien et jamais été recommandés dans aucun plan pandémie, ça c'est plus compliqué à relativiser. Alors, passons en France. La France. D'abord pour saluer la sortie du livre de la remarquable, de l'admirable Alexandra Henrion-Caude, qui est une scientifique de très haut niveau, une des meilleures spécialistes au monde des thérapies à base d'ARN. Elle s'est fait traîner dans la boue et attaquer de la manière qu'on sait, c'est-à-dire abjecte, par des gens sans foi ni loi. Mais splendide, elle a gagné, elle a gardé toute sa dignité, elle a gagné la sympathie du public par sa probité et son attitude constructive, et elle sort donc ce livre qui fait un tabac, en ayant dit que on m'a traité de complotiste, est-ce que j'ai une gueule de complotiste? C'est un traitement dégueulasse, on m'a réinventé une vie salie, ça nous est arrivé à tous. Et puis voilà, elle passe chez Berkoff, elle passe chez Pro, et en rappelant que dans le Lancet en 2020, par rapport à l'origine du virus, il était dit que les scientifiques qui oseraient émettre des doutes par rapport à ce diktat de Fauci seraient fortement réprimés. Elle est belle la science, quand les crapules dictent le tempo. Elle est passée chez Pascal Praud, admirable, et face à des contradicteurs qui essayaient de noyer le poisson, et notamment en l'occurrence autour du secret médical, disaient que ça n'avait aucune importance. Elle disait, mais attendez, le secret médical, c'est inviolable, c'est sacré, c'est la base du droit de la santé et des droits de la personne. Mais c'est le genre de repère qui a disparu en cours de route. Et donc, un contradicteur qui lui disait « Mais moi, ça ne me dérange pas de partager mon statut vaccinal », elle a demandé « Oui, mais si vous aviez des problèmes de prostate, est-ce que vous auriez envie qu'on en parle? Est-ce que je peux vous demander quand s'est déroulé votre dernier toucher rectal ?» Le type est tombé des nues. « Non, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. » Mais c'est une question de respect de la sphère privée.
Et tous les soignants suspendus l'ont été parce qu'on a violé le secret médical. C'est inacceptable. Alors, 2 livres hautement recommandables, Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager d'Alexandra Henrion-Caude, et bien sûr Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels de Pierre Chaillot, lequel s'est fait fact-checker. Je suis désolé, j'aime pas utiliser des termes trop désobligeants, mais je vois pas quel autre mot je peux utiliser par les bouffons de fact-checkers de Conspiracy Watch, c'est-à-dire Tristan Mander France et Rudi Reichstadt, mais qui, pour chercher une parole intelligente dans ce qu'ils disent, il faut se lever de bonne heure. Hein. Il y en a peut-être une par an. Et donc Pierre, allez sur sa chaîne Décoder l'écho, a fait un débunkage du fact-checking. C'est savoureux, c'est intelligent, c'est pertinent, c'est documenté, tout ce que ces bouffons ne font pas. Et franchement, ça vaut le détour. Les bouffons en question, eux, ils vont militer contre les complotistes qui maintenant, bien sûr, sont associés au risque de dérive sectaire. Si vous doutez de la politique du gouvernement et de la probité de Big Pharma, c'est que vous êtes déjà en train de basculer dans une dérive sectaire. Ma foi. Didier Raoult, lui, voit quand même ses positions confirmées les unes après les autres. La Haute Autorité de Santé, enfin, ne cesse de lui donner raison. Et il vous souviendra que, tout au début de cette histoire, il avait dit « il y a le temps de la politique et des journaux et il y a le temps de la science ». Et il s'était d'emblée situé dans le temps long. Et là, la dernière revue Cochrane, on l'avait vu ensemble la dernière fois, a conclu qu'il n'y avait pas d'efficacité au port du masque, se laver les mains, oui. Voilà, encore une décision qui confirme ce qu'avait dit Didier Raoult. Mais donc la vraie question aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment qu'on instaure des règles simplement d'éthique basale, et notamment de prévenir les téléspectateurs quand ils ont affaire à des lobbyistes qui sont financés par des grands groupes privés. De nouveau, Antoine Flahault en est l'exemple type. Cette personne qui ne fait que dire des choses fausses et toxiques pour la population est arrosée par des groupes que je ne qualifierai pas, mais vous pouvez probablement lire dans mes pensées. Ce qui me rappelle une petite anecdote avec John McEnroe, qui, un jour, très fâché contre une décision de l'arbitre, avait dit « Si je vous traite de con, vous allez me punir ?» L'arbitre dit « Oui ». McEnroe dit « Si je pense très fort que vous êtes un con, vous allez me punir ?» L'arbitre dit « Non ». McEnroe lui répond « Alors sachez que je pense très fort ». Voilà, Christian Dubuis-Santini, qui traite l'autre de complotiste ou d'antivax, se pose lui-même en algorithmé du bulbe, il y en a un certain nombre, imbécile inéligible à la dimension dialectique du langage, soumis au diktat bidimensionnel et débilitant de l'opinion, celui qui ne lit rien est plus cultivé que celui qui suit les médias. C'est hélas vrai. Et Philippe Erlin, alors il n'a pas sa langue dans sa poche, mais il y a un moment donné où il faut dire les choses quand même avec une certaine franchise, qui relève que ni sur les Twitter Files, ni sur les Lockdown Files, la presse française, belge et suisse ne fait son travail. Évidemment, c'est plus une presse. Donc. Et il dit, les médias mainstream et les fact-checkers sont des lâches, des minables, les larbins du pouvoir, la preuve avec ces 2 énormes affaires dont ils refusent de parler. C'est grave. TF1, autour de la polémique sur garde d'asile, ose écrire, le 3 mars 2023. À ce jour, aucun décès n'a été attribué directement à contre le Covid. Ah ouais. Les milliers et les milliers de décès de pharmacovigilance, TF1, ça n'existe pas. C'est pratique, on peut raconter ce qu'on veut. Je suis la reine d'Angleterre, je suis Napoléon, j'ai une écurie avec 500 chevaux, j'ai 57 Rolls-Royce, et si vous ne me croyez pas, c'est que vous avez tort. Philippe Murer qui souligne que la corruption est totale au niveau européen, et on voit actuellement qu'Ursula von der Leyen et ses fameux contrats avec Pfizer est protégée par les chefs du Parlement européen. Et il conclut, l'Union européenne est une institution pourrie. Et on ne peut pas la changer. Là, c'est clair, il faut un Frexit, un Belge Xit, un Luxembourg Xit, un Deutschland Xit, un Italie Xit, un Espagne Xit.
La Suisse, on n'est pas vraiment dedans, mais on est quand même passé pas mal sous les fourches caudines de l'Union européenne, mais ce machin est une pourriture. Hein. Et ce sont les pseudo-élites qui sont les plus atteintes. Souvenez du proverbe chinois, le poisson pourri par la tête. Alors le Figaro pose quand même la question suite au livre d'Alexandra Orion-Caude, fallait-il vraiment se faire vacciner? Et donne la parole à Alain Fischer, bien sûr, un autre Antoine Flahault qu'on a sous la main. Donc je rassure YouTube, la réponse de Alain Fischer est oui, oui, oui. Faut-il se faire vacciner? Oui, 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 dit Alain Fischer. Dit Alain Fischer. Et puis le Nouvel Obs, bon, ils ne sont pas encore sur ce qu'il y aurait à révéler, mais enfin quand même, voilà, 2,5 milliards d'euros de Macron au cabinet, en plus au cabinet de conseil comme McKinsey, de nouveau très généreux des deniers publics pour des causes douteuses. Alors voilà, après ce tour d'horizon, passons en Suisse. Avec une bonne nouvelle, c'est que le président suisse, Alain Berset, ministre de la Santé, menteur pathologique de mon point de vue, est cité à comparaître devant la Cour suprême de l'État de New York. Et c'est intéressant que les plaignants aient réussi à saisir une juridiction américaine. Parce que actuellement, la justice en Europe donne l'impression d'être beaucoup de connivence. C'est quand même une justice de classe, une justice de caste. Et aux États-Unis, on sait que les choses peuvent être beaucoup plus ouvertes. La Cour suprême de l'État de New York a imposé la réintégration avec solde intégral de tous les personnels suspendus. Donc, affaire à suivre. Ben oui, l'inconvénient quand vous êtes journaliste et que vous ne faites plus de journalisme, quand vous êtes un média et que vous ne faites plus un travail de presse, c'est qu'au fond, vous faites la démonstration qu'on peut se passer de vous. Et donc ces malheureux journalistes ont vraiment scié la branche sur laquelle ils sont assis. Et vous voyez que le groupe de presse allemand Axel Springer, qui a des titres dans différents pays, mais notamment la Tribune de Genève et 24 heures en Suisse, supprime des postes qui peuvent être remplacés maintenant par l'intelligence artificielle. Alors, ça donne l'occasion d'un dessin de presse amusant à un bon dessinateur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le traitement journalistique de ces 3 dernières années ne justifiait pas des salaires de journalistes. Des machines auraient pu le faire. Après, est-ce qu'ils auront l'intelligence de connecter les deux bouts du neurone? C'est pas gagné par les temps qui courent. Bonne nouvelle genevoise, une plainte pénale contre Mauro Poggia. Il a droit à la présomption d'innocence, mais ce dont il est soupçonné est assez lourd, et donc je ne peux que m'en réjouir. Et puis, j'ai publié sur mon blog, anthropo-logique au pluriel.org, une lettre ouverte aux autorités genevoises qui s'appelle « Demander pardon à la population ». C'est une application locale d'un contenu qui vaut dans tous les pays, donc n'hésitez pas à la lire et à la republier et à l'adresser en l'adaptant à vos propres autorités. Voilà, au final, c'est bien sûr bizarre d'être traité de complotiste pour avoir simplement fait preuve d'un certain degré de bon sens. Et puis nous arrivons à la fin de cette revue, mais avant de passer à la séquence humoristique, rire c'est bon pour la santé, j'avais encore envie de vous parler d'un événement qui aura lieu jeudi prochain, le 16 mars. Parmi les personnalités vraiment remarquables qui se sont fait connaître autour de la crise, il y a une psychologue et psychothérapeute française, Marie-Estelle Dupont, qui a pris des positions très courageuses et très vitales, j'ai envie de dire, notamment sur la maltraitance des jeunes et des enfants. Et c'est une personne que je trouve remarquable, elle est toujours juste dans ce qu'elle dit, elle le dit bien, et nous allons passer un moment ensemble, donc jeudi à 20h, dans le cadre d'un webinaire gratuit accessible sur inscription uniquement, sachant que Marie-Estelle a accepté à ma demande de créer une formation, une masterclass, sur la base d'un livre qui est paru en 2017 chez Larousse et qui s'appelle « Se libérer de son moi toxique, cesser d'avoir peur et aller de l'avant ». C'était un peu prophétique. Et en fait, c'est un très joli livre. C'est quoi le moi toxique? C'est tout ces loyautés que nous portons encore en nous par rapport à des phases qui n'étaient pas les meilleures de notre histoire et qui nous conduisent parfois à nous saboter,
nous bloquer, nous empêcher d'accéder à ce à quoi nous aimerions accéder. Et voilà, Marie-Estelle a fait un programme autour de ça et j'en suis vraiment très très heureux parce que c'est inspirant. Et on voit vraiment que les lecteurs de son livre, dans les commentaires qu'on peut voir sur les plateformes en ligne, soulignent à quel point c'est aidant comme proposition. Si vous avez envie d'être avec nous jeudi prochain, n'hésitez pas. Passons maintenant au Rire c'est bon pour la santé. Julien Pain, dont le patronyme correspond assez bien au personnage, qui fait partie de ces fact-checkers, soi-disant journalistes, mais bon, c'est très fictif comme intitulé, s'est répandu avec superbe sur les réseaux sociaux en disant à force de faire du fact-checking, on développe un sixième sens inaccessible au commun des mortels. Le commentateur a souligné que c'était mythique, surtout quand on sait que le même Julien Pain allait interroger Klaus Schwab à Davos et qu'il s'est adressé à lui en anglais, parce qu'il ignorait que Klaus Schwab parle parfaitement le français, qu'il a enseigné à l'université de Genève, que le siège du World Economic Forum est dans le canton de Genève. Et quand après on lui a demandé « Mais pourquoi vous lui avez parlé en anglais ?» Elle dit « Ah, je ne savais pas qu'il parlait français. » Voilà. Ça, c'est les journalistes qui font des recherches diligentes et intelligentes sur les gens qu'ils interviewent. Enfin, c'est juste à mourir de rire. Et dans la catégorie « Les bouffons nous font toujours marrer », Rudi Reichstadt, mais il faut vraiment se lever de bonne heure pour trouver quoi que ce soit d'argumenté et d'intelligent dans ce qu'il dit. Vous voyez, en mars 2020, répondait à quelqu'un, navré mais c'est inexact. À ce stade, c'est-à-dire en fait depuis le mois de janvier, on sait avec certitude que le virus n'est pas le produit d'une manipulation en laboratoire, cela ne souffre aucun débat. On se souviendra qu'au début de la pandémie, Didier Raoult, qui est quand même le microbiologiste le plus cité au monde, avait dit « Mais vous savez, la science, c'est une remise en question perpétuelle et tout ce que je crois savoir, tout ce que nous croyons savoir aujourd'hui, risque d'être remis en question un jour ou l'autre. » C'est comme ça chez les penseurs, c'est comme ça chez les scientifiques, mais chez les guignols, cela ne souffre aucun débat. Et pour conclure, petit dialogue animalier, avec, en l'occurrence, mes excuses envers les ânes, quand je fais des équivalences entre certains politiques, certains scientifiques et la prostitution, je m'excuse auprès des travailleuses du sexe, qui sont quasi-totalité des personnes honnêtes, ce que ne sont pas beaucoup de politiciens et d'experts, et donc là, je m'excuse envers les ânes. En France, les ânes, effectivement, gouvernent, mais ils fact-checkent également. Voilà pour les nouvelles de la semaine, j'espère que vous les trouvez comme moi relativement réjouissantes et encourageantes. Il y aura encore bien sûr des épreuves à traverser, il faudra faire preuve de patience, mais en ce qui me concerne, le spectacle a commencé et a priori, nous allons dans une direction souhaitable. Je vous remercie, à la semaine prochaine.